Ma maman a un magasin de vêtements pour enfants et j'ai toujours travaillé là-bas. Donc je dis toujours que je suis née dans l'arrière-boutique de ce magasin parce que c'était la baby-sit, quoi. On était toujours là-bas, après l'école ou les week-ends. Et à la base, ma maman avait comme idée de faire un magasin qui était 100% belge. Il y a 20 ans, ça a complètement changé. C'est arrivé tout doucement, mais on a commencé à voir Made in Bangladesh, Made in China, Vietnam. Et j'avais envie de savoir mieux, de savoir vraiment comment ça se passait pour ces habits-là. En étiquetant et en rangeant, des images se bousculent quand je déballe un ensemble de petites culottes. Un objet si anodin que nous portons chaque jour contre nous. Un petit tissu en coton, 2 trous pour y passer des jambes, et je n'ai aucune idée du trajet qu'elle a parcouru. Comment a-t-elle été fabriquée? À la force de quelles mains et pour quel destin? L'Ouzbékistan, c'est le 5e plus gros producteur de coton au monde. On a choisi ce pays-là parce qu'il y avait les conditions d'esclavage, etc. Mais aussi, j'étais en contact avec un fixeur qui est militant pour les droits de l'homme. C'est pas facile d'aller tourner là-bas parce que c'est une dictature très forte. Ben ismim Sayyara. Kim biladi? Bir pas eshitishadi, keladi, meni qidiradi. Bizda haliyam shunaqa so'z erkinligi yo'q. Aytib bo'lmaydi. O'shancha odamlar hammasi kerak bo'lsa orqasidan odam o'ldiraman, o'raveradi. Alloh taolam aytadi. Oqni oq, qorani qora deyish kerak. Men bular bilan ko'rishib, sizlar gaplashganimda men rosa xursandman. Chunki ichimdagi gaplarni aytdim, yengil bo'ldim. C'est une dictature qui n'a pas de contact avec l'extérieur et donc les gens sont complètement formatés. Donc on a d'abord rencontré plusieurs femmes pour parler du coton et en fait elles donnaient toutes les mêmes réponses. O'zbekiston paxtaga yaxshi-da. Paxtadan hosildan oylik berib turadi, pul. Terib topshirganimizga nima qiladi endi? Terib topshiramiz. Au niveau humain, c'est vraiment une catastrophe, mais aussi au niveau environnemental. Et la mer d'Aral est calée entre 5 pays, dont l'Ouzbékistan, et alimentée via l'Himalaya. Il y a 2 fleuves qui coulent jusqu'à la mer d'Aral. Sauf qu'avec ces monocultures de coton, ils utilisent toute l'eau pour irriguer les champs de coton. Quand on arrive au premier village portuaire et que c'est vide à perte de vue, c'est terrifiant. On voit tous ces cadavres de bateaux, ces personnes qui n'ont plus rien à faire finalement, parce qu'ils étaient tous pêcheurs. Les ballots de coton sont donc emballés en Ouzbékistan. Alors ils ne mettent pas que c'est made in Ouzbékistan. Donc après ça part dans les trains. Et en tout cas, moi dans le film ici, ma petite culotte, elle arrive en Inde. On est allé filmer dans une région du Tamil Nadu. Et là, il y a beaucoup d'usines. Là, on a rencontré une jeune fileuse indienne. Elle est victime d'un système qui s'appelle les Sumangali. Ce système, c'est vraiment terrible. En fait, ce sont les usines qui viennent dans les villages et qui proposent à des étudiantes, plutôt à leurs parents, de prendre leurs étudiantes qui ont 14 à 18 ans, prendre les étudiantes et elles seront 3 ans dans les usines, 3 ans où elles ne pourront pas sortir. Elles seront là donc 7 jours sur 7. Elles vont travailler 6 jours sur 7. Elles seront donc nourries, logées et alors en compensation, ils payeront la dot. Les conditions de travail où finalement on dit que c'est 8 heures par jour, mais comme il y a une pression de l'export, ça tombe facilement à 10-12 heures de travail par jour, où elle dormait à 25 dans une chambre. Les téléphones sont aussi interdits. Il nous est aussi que ce sont que des femmes, et ce sont principalement des Somangalis. Ils sont intouchables, donc oui, c'est les personnes les plus vulnérables, en tout cas que j'ai rencontrées dans toute l'histoire de cette petite culotte. Après, dans le film, on part vers la teinture. Là, c'est aussi un gros sujet, la teinture.
parce qu'au niveau social, c'est toujours les mêmes conditions de travail difficiles, mais c'est surtout environnemental. On a été donc dans un petit village, à côté d'une usine de teinture. Et là, on est allé juste derrière l'usine, là où ils rejettent les eaux usées. Et c'était catastrophique de voir ça. En fait, j'ai même pas pu vraiment m'approcher, quoi. On sent vraiment, ça nous pique aux yeux, il y a une odeur super forte. Et à quelques kilomètres, c'est les villages suivants qui vont laver leur linge dedans, qui l'utilisent pour l'eau, pour cuisiner. À la base, tous les villages dans cette région-là, c'était des villages agricoles. Et maintenant, il n'y a plus rien qui pousse. Tout le monde est esclave de ce système-là, finalement. அந்த மாதிரி பயப்படுறாங்க, எல்லாருமே பயப்படுறாங்க. ஸ்டெப் எடுக்கிறதுக்கே எங்கன்னா ஆள் இல்லை. யூனியன் ஆரம்பிச்சு கொடுத்தா இந்த மாதிரி நாங்களே ஆரம்பித்தாலுமே, அதாவது வந்து எங்களுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்து இது வேலை, நிரந்தர வேலை, அப்புறம் வந்து பென்ஷனு, அப்புறம் போதுமான ஊதியம். Le contact avec les femmes que j'ai interviewées était assez facile en fait. Ryan est le deuxième cadreur, donc on était les deux caméras. Et c'est quelqu'un d'assez discret. Il a plutôt tendance à se faufiler comme une petite souris, prendre des plans assez larges et donc parfois on est en plein tournage et il est parti faire une balade et il revient avec des images de drone ou des plans larges. Et donc il est assez discret, donc ça ne dérange pas du tout le rapport de femme à femme. Et je pense que ça se communique assez vite en fait dans le regard si on peut avoir confiance en quelqu'un ou pas. Donc après l'Inde, on arrive en Indonésie dans le film pour parler de la confection. Et j'ai choisi une représentante syndicale pour ce portrait numéro 4. Et c'était vraiment un choix parce que je voulais que le scénario évolue. Harapan saya itu pengennya anak-anak sekolah yang bagus, dapat pekerjaannya juga nanti yang bagus, dan gak punya nasib seperti saya. Avec Risma, on a beaucoup parlé des contrats de travail. Parce que pour elle, c'est vraiment son combat. Elle ne veut pas perdre son boulot. Elle ne veut pas qu'on perde les usines là-bas. Elle voudrait que les droits soient plus respectés. Et donc, ce qu'ils demandent, ce sont des contrats fiables. C'est-à-dire que le jour où elle accouche, elle n'est pas virée le lendemain. Elle a droit à un congé maternité. C'est-à-dire que quand quelqu'un tombe malade, généralement à cause du travail, ils sont indemnisés ou il est droit à un congé maladie, des choses comme ça. Et donc nous, on est tombés au moment du 1er mai. Et donc il y avait des grosses manifs nationales. Donc ça, c'était aussi super intéressant de voir la montée des travailleurs qui demandent d'être écoutés. Tuntutan nyata rakyat Indonesia ini. Kaum buruh ingin menuntut kepada pemerintah agar upah yang diterima bukanlah upah minimum, apalagi upah di bawah minimum. On n'a pas attendu d'avoir une interview pour leur poser toutes les questions. On partageait des repas et chaque fois avec un traducteur. Alors, on a souvent demandé que ce soit une femme, des traducteurs pour pouvoir parler entre femmes. Et donc le jour de l'interview aussi, on est super à l'aise. Elle ne pleure pas, elle n'est pas stressée. Elle n'a pas cette pression-là que parfois des équipes peuvent mettre sur les personnes interviewées. Donc c'est peut-être pour ça qu'on ne les voit pas tellement pleurer dans le film. En fait, elles racontent des choses terriblement dures, presque avec le sourire. C'est étonnant. Mais c'est ce que je voulais aussi montrer. Je voulais montrer que c'était des femmes fortes. Le 5e personnage, c'est ma maman, qui a un magasin de vêtements en Belgique. Donc là, on abordait la vente. Quand j'ai commencé mon commerce, j'avais 23 ans et j'avais envie de vendre des produits locaux. Les marques belges étaient vraiment, faisaient le dessus du panier. Et puis après, des pays comme l'Inde, le Bangladesh ont été notés sur les étiquettes et de plus en plus souvent. Je pense que
qui était le plus difficile pour elle, c'était bien savoir qu'il n'y avait pas de jugement par rapport à son travail, quoi. Que c'est pas elle qui est responsable de ça, quoi. En fait, elle est maillon de cette chaîne et elle n'en peut rien. Elle aimerait bien que ce soit transparent. Elle aimerait bien que les gens soient payés et travaillent dans des bonnes conditions. C'est vrai que souvent pendant le tournage, j'étais assez déprimée. Je suis revenue assez noire de ce système mondial. Après, quand je suis dans les manifs, ici à Bruxelles, pour le climat, et ça lutte tout, hein, le climat, on prend tout avec. On prend aussi, le textile, c'est l'industrie la deuxième plus polluante au monde, donc ça rentre dedans. En fait, ça m'émeut super fort et ça me donne une énergie. Et donc, en fait, je suis super contente de voir que... On dit la nouvelle génération, c'est vrai, c'est la nouvelle génération, mais il y a aussi les autres générations qui se battent aussi. Dans ces manifs, on trouve aussi, on trouve tous les âges, quoi. Ça me réjouit, en fait, de voir ça. Et ça me donne plein d'espoir. J'ai l'impression qu'il va vraiment se passer un truc et qu'on n'est qu'au début. Qu'on va vraiment arriver à ce truc de transition, ouais. On va vraiment arriver à cette transition qui va casser les dominations. Et que du coup, les marques vont devoir y répondre. Et surtout, les politiques, ils vont devoir nous écouter un jour, je suppose.